dans une petite ville de province, où les secrets et les apparences dictaient la vie de ses habitants, vivait un homme du nom de Bernard Dufresne. C'était une ville au charme ancien, avec ses rues pavées bordées de boutiques familiales et ses cafés où les notables aimaient se retrouver pour discuter des affaires locales. Tout le monde connaissait tout le monde, et il était impensable d'échapper aux regards curieux ou aux rumeurs qui se propageaient comme une traînée de poudre. Bernard Dufresne, lui, était une figure incontournable de cette ville. Il incarnait l'image même du succès et de la respectabilité. Patron d'une entreprise de construction prospère, il avait su bâtir un empire en l'espace de quelques décennies. Ses immeubles, ses ponts, ses routes, tout portait sa signature. Son nom était synonyme de qualité et de fiabilité, du moins en apparence. Il possédait plusieurs propriétés, dont une somptueuse villa en bordure du lac, une résidence imposante aux volets bleu-roi, entourée de jardins parfaitement entretenus. Son bureau, situé en plein centre-ville, affichait une façade moderne en verre et en acier, contrastant avec l'architecture traditionnelle des environs. Mais ce qui faisait véritablement la force de Bernard, ce n'était pas seulement son entreprise florissante, mais son habileté à tisser des liens étroits avec les figures influentes de la ville. Maires, magistrats, entrepreneurs locaux, tous avaient, à un moment ou un autre, bénéficié de ses largesses. Il savait flatter, offrir de généreux investissements, financer des campagnes électorales ou des événements caritatifs. En retour, il obtenait des contrats juteux, des faveurs discrètes et une image irréprochable aux yeux du public. À la maison, il cultivait l'image du mari et du père modèle. Il était marié à Sophie, une femme douce et dévouée, qui avait toujours été son pilier silencieux. Sophie, issue d'une famille bourgeoise, avait grandi avec les valeurs de la discrétion et de la loyauté. Elle admirait Bernard, croyant sincèrement en sa réussite et en son honnêteté. Leur fille, Émilie, jeune femme brillante et ambitieuse, suivait un chemin prometteur. Diplômée d'une prestigieuse université, elle venait de décrocher un poste dans une grande entreprise, et Bernard se plaisait à vanter ses succès lors des dîners mondains. Pour lui, elle représentait l'avenir, la preuve tangible que son empire ne serait pas vain. Aux yeux du monde, leur famille était parfaite. Un foyer sans histoire, une réussite éclatante. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus sombre. Bernard Dufresne n'était pas simplement un homme d'affaires rusé, il était un homme rongé par l'ambition, prêt à tout pour maintenir son pouvoir, quitte à trahir ceux qu'il prétendait aimer. Depuis plusieurs années, son entreprise fonctionnait sur un modèle fragile. Les marchés publics qu'il remportait grâce à ses relations lui imposaient des délais serrés et des coûts de plus en plus compétitifs. Pour maximiser ses profits, il avait commencé à rogner sur la qualité des matériaux, à embaucher des ouvriers sous-payés et à falsifier certains documents officiels. Ce qui avait commencé par de petites infractions s'était transformé en un système bien huilé de corruption et de manipulation. Tant que personne ne posait de questions, tout allait bien. Et si quelqu'un osait en poser, il trouvait toujours un moyen de le faire taire. Mais tout allait basculer le jour où un événement tragique secoua la ville. Une construction d'appartements, sur laquelle Bernard avait travaillé pendant des mois, s'effondra en pleine nuit. Le vacarme assourdissant du béton s'écrasant résonna à des kilomètres à la ronde. Les habitants du quartier, réveillés en sursaut, se précipitèrent sur les lieux, horrifiés. Les pompiers et les secours mirent des heures à dégager les décombres. Plusieurs corps furent retrouvés sous les ruines, un jeune couple, à peine marié, qui venait d'emménager dans leur premier appartement, ainsi que 2 ouvriers qui travaillaient tard sur le site. Le choc fut immense. La ville entière pleura ces morts. Les médias locaux couvrirent l'affaire en boucle, demandant des comptes aux autorités. L'enquête préliminaire ne tarda pas à révéler des irrégularités troublantes, des matériaux de mauvaise qualité, des plans modifiés sans approbation, des inspections bâclées. Les premiers soupçons se tournèrent naturellement vers l'entreprise Dufresne. Au début, Bernard fut choqué, comme tout le monde. Il joua le rôle du patron accablé par la catastrophe, exprimant sa douleur et sa solidarité avec les familles des victimes. Il fit des dons généreux pour aider les proches, finança des funérailles, s'afficha auprès du maire en promettant de coopérer pleinement avec l'enquête. Mais derrière cette façade, il sentait l'étau se resserrer. Il savait que si la vérité éclatait, il ne s'en sortirait pas indemne. Les jours passaient, et l'enquête avançait rapidement. Des documents compromettants commencèrent à émerger.
Des ouvriers commencèrent à parler à demi-mot de pratiques douteuses. Certains ingénieurs refusaient de couvrir les irrégularités constatées sur le chantier. Un expert mandaté par les autorités conclut que l'effondrement était dû à un non-respect des normes de sécurité et à des matériaux sous-qualifiés. Bernard comprit alors que s'il ne prenait pas rapidement les choses en main, son empire allait s'effondrer avec l'immeuble. Il utilisa son pouvoir, son argent et ses relations pour dissimuler la vérité. Il fit pression sur certains témoins, soudoya des ouvriers, des ingénieurs, et même des responsables municipaux. Il fit disparaître des rapports compromettants et en fit falsifier d'autres. Il engagea les meilleurs avocats pour façonner une défense inattaquable. Chaque pièce du puzzle était soigneusement manipulée pour détourner les soupçons de lui. Et ça fonctionnait. À chaque manœuvre, il se sentait plus invincible. La presse commençait à évoquer d'autres hypothèses, un défaut de conception, un acte de sabotage, une malfaçon datant d'avant son intervention. Les jurés semblaient déjà influencés. L'affaire prenait une tournure favorable. Mais Bernard avait sous-estimé un élément crucial, sa propre famille. Sophie, bien qu'elle aimait toujours son mari, sentit que ces années de doute et de malaise s'accumulaient comme un poids insoutenable. Elle avait vécu dans l'ombre de son comportement étrange, ses changements discrets dans ses habitudes, ses silences inexplicables, ses appels secrets, mais elle n'avait jamais osé creuser plus loin. Elle s'était convaincue que tout cela était lié au stress du travail, à la pression qu'il subissait dans son entreprise. Mais avec la mort tragique d'Émilie, tout ce qu'elle avait ignoré, tout ce qu'elle avait mis de côté en espérant que cela passerait, éclata comme un verre brisé. La perte d'Émilie était déjà un coup dévastateur, mais le poids du secret qu'elle avait laissé derrière elle, un secret que Sophie ne pouvait plus ignorer, la rongeait. Émilie, avec sa sagesse et son esprit aiguisé, avait vu à travers les apparences bien avant que Sophie n'en prenne conscience. Depuis quelque temps, la jeune fille avait observé son père, les petites incohérences dans ses discours, les changements dans ses fréquentations, et ce frisson glacé de culpabilité qu'elle percevait chez lui lorsqu'il croyait être seul. Un soir, avant sa mort tragique, Émilie s'était résolue à confronter la vérité. Elle savait que son père avait été impliqué dans des affaires louches avec des fonctionnaires corrompus, des accords secrets avec des entreprises véreuses, des dettes effrayantes qu'il avait couvertes avec des manipulations et de la corruption. Mais elle savait aussi que sans preuve, rien ne pourrait jamais changer. Alors, comme une détective, elle s'était glissée dans l'ombre, observant et écoutant. Les emails qu'elle avait interceptés, les photos qu'elle avait prises, les enregistrements qu'elle avait cachés étaient désormais sa vérité. Quand Émilie entra ce soir-là dans le salon, le silence pesant semblait avaler toute lumière. Sophie ne savait pas si c'était son propre cœur qui battait si fort ou si l'air autour d'elle était devenu plus lourd. La fille qu'elle avait élevée, celle qu'elle avait protégée de tout mal, était désormais l'instrument d'une vérité qui allait briser sa famille. « Maman, papa, je ne peux plus laisser ça se passer », dit Émilie, d'une voix calme mais décidée, comme si elle savait que le moment était venu de tout dire. Elle leva le dossier devant eux, ses mains fermes mais pleines d'une tristesse profonde. J'ai les preuves. Il a corrompu des témoins. Il a falsifié des documents pour couvrir ses fautes. Et il a fait tuer des innocents pour son profit. Il faut que la vérité éclate. Bernard, qui se tenait près de la cheminée, blêmit instantanément. Ses yeux, autrefois pleins de sécurité et de manipulation, trahissaient une panique qu'il n'arrivait pas à dissimuler. C'était l'instant qu'il avait redouté, celui qu'il savait inévitable. Il se tourna vers sa fille, cherchant à retrouver une part de contrôle, mais la terreur dans ses yeux le trahissait. « Tu ne sais pas ce que tu dis, Émilie », sa voix trembla alors qu'il cherchait ses mots. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu ne comprends pas tout. Je l'ai fait pour nous, pour toi, pour cette famille. Si je ne faisais pas ça, nous serions tous ruinés, toi aussi, tu me le dois bien. » Mais la petite voix d'Émilie, calme et implacable, fendit l'air avec une netteté glaciale. « Je sais exactement ce que tu as fait, papa. Et je ne te laisserai pas fuir. Ce que tu as fait n'a pas de prix, mais il est temps que tu en paies les conséquences. » Sophie, dévastée, se sentit vaciller sur ses jambes. La vie qu'elle avait connue, les souvenirs d'une famille unie, se fissuraient sous ses yeux. La vérité de sa fille, aussi terrible soit-elle, éclairait enfin l'obscurité qu'elle avait toujours perçue sans pouvoir l'expliquer.
Ses mains tremblaient alors qu'elle observa les preuves irréfutables, les photos, les enregistrements, les échanges secrets qu'Emily avait collectés. Chaque détail renvoyait à un monde qu'elle n'avait jamais voulu voir, mais qui était désormais inévitablement sa réalité. Son mari n'était plus l'homme qu'elle croyait. Bernard, acculé par la vérité, fit un geste impulsif, se précipitant vers sa fille, cherchant à lui arracher les preuves de ses mains comme s'il pouvait les effacer en un instant. Mais Sophie, plus forte que jamais, se leva. Elle sentit son corps tout entier trembler de peur, mais aussi de rage. Elle n'était plus la femme faible, aveuglée par l'amour et la confiance. Non, elle était une mère, une femme qui ne pouvait plus ignorer la vérité. Non, Bernard, dit-elle d'une voix brisée mais ferme. Tu vas rendre des comptes. Ce que tu as fait ne peut plus rester caché. Je te l'ai toujours pardonné, mais pas cette fois. Pas ce que tu as fait à notre fille. Les mots de Sophie résonnèrent dans l'air lourd, et pour la première fois, Bernard sentit la pression de la vérité le submerger. Il n'avait plus de chemin pour fuir. La confrontation entre Bernard et sa famille fut d'une intensité glaciale. Pendant un moment, il ne savait plus comment réagir, sa colère se heurtant à la douleur profonde de la perte imminente de son autorité. Il se trouvait là, face à Sophie, la femme qu'il avait épousée dans l'espoir que son amour pour elle soit un bouclier contre ses propres démons, et à Émilie, sa propre fille, celle qu'il avait autrefois vue comme une prolongation de ses ambitions, une alliée de son pouvoir. Mais il n'avait plus de place pour l'illusion. La vérité, brute et incontestable, s'était abattue sur lui comme un éclair, détruisant tout sur son passage. Ses rêves d'immunité, sa certitude qu'il pourrait toujours manipuler les événements à son avantage, étaient désormais réduits à néant. Bernard se tourna lentement vers Sophie, une expression d'agonie marquant son visage. Il n'avait plus cette assurance qu'il arborait autrefois, cet homme implacable qui savait comment plier le monde à sa volonté. Il n'était plus qu'un homme brisé, dont le masque de puissance tombait enfin. Ses lèvres tremblaient, et son regard, habituellement rempli de froide détermination, se teintait maintenant de désespoir. Il tenta d'attraper la main de Sophie, comme si un simple geste pourrait restaurer l'équilibre de leur relation, mais il savait au fond de lui que c'était trop tard. « Sophie, s'il te plaît », sa voix était presque un murmure, un appel désespéré, un cri silencieux pour la dernière chance d'une rédemption impossible. Mais Sophie, la tête haute, le regard rempli d'une rage contenue, se détourna. Elle ne pouvait plus, après tout ce qu'elle avait découvert, continuer à vivre dans cette illusion. Elle n'était plus la femme qui serait aveuglée par un amour aveugle ou un devoir conjugal qui n'avait plus de sens. C'était la mère d'Émilie, celle qui avait découvert la vérité sur son mari, et elle savait maintenant que toute forme de continuité était inconcevable. Son monde s'était effondré, et le seul respect qui lui restait était envers elle-même. Le lendemain, l'affaire éclata dans les médias avec une force inouïe. Les preuves étaient là, plus solides que tout ce que Bernard avait pu imaginer. Les enregistrements, les documents, les photos, tout le puzzle qu'Émilie avait minutieusement reconstitué se révélait au grand jour. Le scandale déchira l'image de Bernard en lambeaux. Il fut arrêté dans la matinée, et son nom, autrefois respecté dans certains cercles influents, fut désormais sali et associé à la corruption, à l'assassinat et à l'exploitation des innocents. Les informations se multiplièrent sur les transactions frauduleuses, les complicités politiques et les morts suspectes dont Bernard était responsable. L'ampleur de la déchéance de l'homme qu'il avait été était désormais bien plus grande que ce qu'il avait jamais craint. Pour Sophie, les jours suivants furent emplis d'une douleur sourde. Le poids de l'humiliation était insupportable, mais la nécessité de se libérer était encore plus grande. Elle ne pouvait pas se tenir aux côtés de cet homme, même si, dans une part d'elle-même, elle l'aimait encore, même si ses souvenirs d'un temps révolu revenaient la hanter. Mais la dignité exigeait qu'elle se sépare de lui. Ce n'était pas la vengeance qui la poussait à prendre cette décision. C'était la pure nécessité de préserver son honneur, de couper le cordon avec un passé empli de mensonges. Leur mariage, autrefois fondé sur des idéaux d'amour et de famille, se brisa sous le poids de l'injustice qu'il contenait. Elle signa les papiers du divorce, non sans souffrance, mais avec la conviction que c'était la seule voie pour s'affirmer à nouveau. Émilie, quant à elle, fit face à un torrent d'émotions contradictoires. Bien qu'elle fût saluée comme une héroïne, la vérité éclatant grâce à son courage et à son esprit de justice,
une part d'elle-même restait brisée. Elle avait perdu son père, l'homme qu'elle avait toujours respecté, celui dont elle avait longtemps cru qu'il représentait tout ce qu'elle voulait devenir. Le souvenir de l'homme auquel elle avait voué son admiration s'effritait à mesure que la réalité de ses actions se révélait au grand jour. Le père qu'elle avait aimé n'était qu'un mirage, un être rongé par ses propres faiblesses et son besoin d'ascension. Mais Émilie savait que sa mission était juste. Elle avait agi pour la vérité, pour l'avenir, pour une justice qui transcende la famille et les liens de sang. L'indignation qu'elle ressentait n'était pas simplement dirigée contre Bernard, mais aussi contre le système qui l'avait manipulé, contre les années de corruption qu'il avait soutenues. Elle avait sacrifié sa propre paix intérieure pour que le monde sache ce qui s'était réellement passé. Et même si la douleur persistait, elle savait que la justice, bien que lente et parfois difficile à saisir, avait triomphé. Ainsi, dans cette saga de trahison et de révélation, le monde avait vu la vérité éclater. Le prix était élevé, mais la détermination d'Émilie était celle d'une jeune femme qui comprenait que la lutte pour la vérité, aussi dévastatrice qu'elle fut, était la seule chose qui pouvait encore apporter un sens à cette débâcle.